How do you find the youth entrepreneur here in Albania today? If you get close to them. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante, complexe et profondément humaine d'une femme qui a marqué la République française, non pas par des discours ou des décisions politiques, mais par son choix de liberté face au pouvoir. Cecilia Sarkozy, connue aujourd'hui sous le nom de Cecilia Attias. Une histoire qui mêle pouvoir, passion, solitude et courage, et qui, malgré le temps, continue de captiver et de questionner. Imaginez la scène. Nous sommes en 2007. La France découvre, stupéfaite, que la première dame a disparu de l'Élysée. Pas de cérémonie, pas de déclaration officielle, simplement un vide, une absence que le protocole et les communicants tentent de maquiller. Pendant des années, la presse l'avait surnommée la femme de fer du président. Mais derrière cette image rigide se cachait une femme insoumise, rebelle et profondément humaine. Fille d'un tailleur russe et d'une héritière espagnole, Cecilia Siganer Albéniz a grandi entre rigueur artisanale et raffinement européen, façonnant en elle une personnalité à la fois exigeante et indomptable, partagée entre élégance et indépendance. Très tôt, elle comprend que sa place n'est pas dans les amphithéâtres, mais dans l'arène des idées et du pouvoir. Elle s'oriente d'abord vers le droit, mais abandonne rapidement ses études. Le monde académique ne peut contenir son esprit curieux et son appétit de liberté. Cecilia ne se contentera jamais d'être un simple rôle secondaire dans la vie des autres. Elle veut observer, comprendre, influencer. En 1983, elle épouse Jacques Martin, l'animateur adoré des Français. Ce mariage lui ouvre les portes des cercles politiques et médiatiques, lui donnant un aperçu du monde qu'elle ambitionne de comprendre. Ensemble, ils ont 2 filles, Judith et Jeanne-Marie, mais Cecilia ne se laisse pas définir par ce rôle de mère ou d'épouse. Elle impose sa présence, analyse, observe et surtout se prépare à suivre son propre chemin. La rencontre avec Nicolas Sarkozy en 1984, lors d'une cérémonie municipale, marque un tournant. La passion est immédiate, intense et pour elle, irrésistible. 8 ans plus tard, elle quitte Jacques Martin pour vivre pleinement cette relation controversée. La France alors est choquée par ce choix audacieux, mais Cecilia assume. Elle ne fuit pas le scandale. Elle choisit la vérité de sa vie plutôt que le confort des conventions sociales. Leur mariage est officialisé en 1996 et donne naissance à Louis, mais cette union dépasse la simple intimité. Cecilia devient la conseillère officieuse de Nicolas Sarkozy, lisant ses pensées, corrigeant ses discours et l'accompagnant dans sa stratégie politique. Mais cette proximité a un coût. Les coulisses du pouvoir sont impitoyables. Intrigues, trahison, manipulation, rien n'est jamais transparent. Cecilia découvre un univers où chaque sourire est calculé, chaque geste observé, où la vie personnelle se fond inexorablement dans la mécanique politique. En mai 2007, lorsque Sarkozy devient président, elle accède malgré elle au statut de première dame. Très vite, le poids du protocole, des apparences et de la médiatisation devient insupportable. Les dîners officiels, les discours écrits pour elle, la surveillance constante du personnel présidentiel. Tout cela la dépasse. Dans l'intimité, elle confie « Je ne suis pas née pour être une icône. Le fossé se creuse. » Sa vie sentimentale s'effrite sous le poids des obligations, mais également sous l'émergence d'une autre histoire avec Richard Attias, homme d'affaires et organisateur de forums internationaux. Cecilia, fatiguée d'être une image, choisit la fuite. Quelques jours à New York, un passage à Marrakech. Le divorce devient inévitable. En octobre 2007, 5 mois seulement après l'élection présidentielle, le couple se sépare. La France est stupéfaite. Jamais dans l'histoire de la Ve République, un président en exercice n'avait divorcé. Après ce tumulte, Cecilia se retire du champ politique et choisit une vie loin des projecteurs. Elle épouse Richard Attias à New York, s'éloignant définitivement des cercles médiatiques et politiques français. Pourtant, son empreinte reste intacte. Pour beaucoup, elle incarne la femme qui a osé briser les conventions, celle qui a préféré sa liberté à la gloire, la vérité à l'apparence. Derrière la froideur que certains lui reprochaient,
il y avait une solitude immense, celle d'une femme que ni les dorures de l'Élysée ni les projecteurs n'ont jamais consolée. En 2025, après 15 ans de silence, elle accepte enfin de parler. Et ce silence, qui a longtemps alimenté les fantasmes et les rumeurs, éclaire désormais une vérité méconnue. Les tensions au sein du couple présidentiel n'ont pas commencé à l'Élysée, mais bien avant. Dès 2005, alors que Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur, Cécilia vit déjà dans un huis clos émotionnel. Les voyages d'officiels s'enchaînent. Les gardes du corps la suivent partout. Les journalistes l'espionnent. Dans une lettre à une amie, elle confie « Je dors à côté d'un homme qui ne m'écoute plus. Tout ce que je dis devient politique. » C'est dans ce contexte, entre solitude et isolement, qu'elle rencontre Richard Attias, cerveau brillant du marketing international, lors d'un événement à Paris. Cette rencontre scelle une nouvelle étape de sa vie, où elle choisit enfin de vivre pour elle-même, loin des contraintes du protocole et des attentes sociales. L'histoire de Cécilia Sarkozy, ou Cécilia Attias, dépasse le simple récit d'un divorce présidentiel. C'est l'histoire d'une femme qui a osé affronter le pouvoir, ses contraintes et ses illusions, qui a su dire non aux rôles imposés et oui à sa vérité. Derrière les apparences, derrière les titres et les sourires calculés, il y a une femme qui a choisi la liberté, un choix rare, courageux et profondément humain. Cécilia reste aujourd'hui une icône paradoxale, celle d'une femme qui a marqué l'histoire non pas par la politique, mais par sa capacité à s'affranchir des chaînes invisibles du pouvoir et à revendiquer sa propre identité. Et c'est ce mélange de force, de fragilité et de lucidité qui continue de fasciner la France, et qui nous rappelle que, parfois, la vraie puissance ne réside pas dans le fauteuil présidentiel, mais dans la liberté de rester soi-même. Dès les premiers instants, leur complicité fut perceptible, subtile mais indéniable. Une complicité que certains auraient pu qualifier de discrète, mais qui portait déjà en elle le germe d'un scandale capable d'ébranler l'Élysée. Ce lien fragile et secret ne tarda pas à attirer l'attention des médias. Lorsque la presse révéla leur relation, le nom de Cécilia disparut brusquement des communiqués officiels. Officiellement, rien n'avait changé. Mais dans les couloirs feutrés du pouvoir, chacun savait que la première dame n'était plus présente. Les conseillers multiplièrent les déclarations de façade, répétant des mots creux pour masquer l'évidence. Le vide laissé par Cécilia était palpable. Et plus le temps passait, plus ce vide devint un gouffre impossible à ignorer. Le tournant survint en juillet 2007, lors de la libération des infirmières bulgares détenues en Libye. Cécilia fut désignée comme émissaire spécial auprès de Mouammar Kadhafi. Mission périlleuse, rôle inédit. Elle se déplaça dans un contexte diplomatique chargé de tensions, négociant, rassurant, convaincant. Et pourtant, malgré le succès éclatant de cette opération, les prisonnières purent retrouver la liberté et regagner Sofia. La sphère politique française n'y vit qu'une initiative personnelle, jugée trop indépendante. Dans les pages des journaux, les moqueries se multipliaient. « Madame la Présidente mène sa propre diplomatie », ironisait-on. Ce jour-là, Cécilia comprit que sa place à l'Élysée n'était plus qu'une illusion. Les mois suivants furent marqués par un isolement croissant. Selon ses proches, elle vivait sous surveillance constante. Appels filtrés, déplacements restreints, conversations consignées. Elle confia plus tard « Je ne pouvais même plus sortir faire les courses sans qu'on me demande où j'allais. » Ce qui avait été conçu pour la protéger, le protocole, la sécurité, s'était transformé en prison dorée. La frontière entre protection et contrôle se brouillait, et la liberté, pourtant symbolique de son rôle, lui était retirée. Puis surgit la rumeur d'un carnet noir, un objet qui allait alimenter pendant des années les spéculations journalistiques et médiatiques. Selon plusieurs enquêtes, Cécilia aurait tenu un cahier où elle consigna avec précision chaque promesse, chaque compromission, chaque conversation confidentielle entendue dans les couloirs du pouvoir. Une arme silencieuse, capable de faire vaciller l'image d'infaillibilité de l'Élysée. Jamais publié, jamais dévoilé, ce carnet reste un mythe moderne. Certains anciens collaborateurs affirment qu'il contient des vérités que personne n'ose relire, des révélations sur un pouvoir omniprésent et parfois impitoyable.
En 2025, dans une interview accordée à TF1, Cécilia brisa le silence. « Je n'étais plus qu'une ombre. Tout ce que je faisais était contrôlé. On me disait « sourise » alors que j'avais envie de crier. Ces mots frappent par leur honnêteté et leur gravité. Ils révèlent la solitude d'une femme effacée par l'image de la République. La lutte invisible derrière chaque sourire officiel, chaque discours bien rodé. Derrière la façade du pouvoir, la première dame était devenue prisonnière d'un système qui valorisait l'apparence au détriment de l'humain. Le 18 octobre 2007, à 14h30, le divorce fut prononcé au tribunal de Nanterre. Cécilia quitta l'Élysée par une porte latérale accompagnée de 2 proches, sans un mot pour la presse. Ce moment symbolique représentait à la fois le silence qu'elle avait tant cherché et la liberté qu'on lui avait refusée. Son départ, loin d'être anodin, marqua la fin d'une ère et le début d'une reconstruction personnelle. Son exil à New York auprès de Richard Attias fut un nouveau départ, un espace hors de l'influence étouffante de la République, mais sans renier les leçons du passé. Pourtant, l'ombre du pouvoir ne l'abandonna jamais complètement. En 2023, un ancien collaborateur de l'Élysée tenta d'intimider Cécilia, exigeant qu'elle ne remue pas certaines affaires financières de la campagne de 2007. Elle refusa tout commentaire, mais son regard lors d'une apparition publique à Genève en dit long. Cécilia n'a jamais voulu apparaître comme une victime. Elle se décrit comme une femme qui a repris le contrôle de sa vie, transformant la douleur et les scandales en force et en stratégie. Le carnet secret, le silence calculé, les mots rares mais incisifs. Tout cela forgea une légende contemporaine, celle de la première dame qui a choisi de partir et qui, par ce choix, a ébranlé tout un système. Après le tumulte médiatique et le divorce présidentiel, Cécilia se réinvente loin de Paris. Elle épouse Richard Attias dans une cérémonie discrète à New York, symbole de renouveau et de continuité. Ensemble, ils s'établissent entre Manhattan, Marrakech et Genève, 3 refuges qui incarnent sa quête d'équilibre entre influence, discrétion et liberté. Dans le cadre professionnel, elle participe à la création et au développement de Richard Attias & Associates, société internationale spécialisée dans l'organisation de forums économiques et politiques de grande envergure. Elle y joue un rôle stratégique, conseillant sur les relations institutionnelles et la diplomatie privée. C'est également dans ce contexte qu'elle fonde la Cécilia Attias Foundation for Women, organisation dédiée à la promotion du leadership féminin et à la protection des droits des femmes dans les zones de conflit. Entre 2010 et 2020, Cécilia s'impose comme figure majeure du soft power français à l'international. Conférences au Moyen-Orient, interventions au New York Forum Africa, collaborations humanitaires, elle devient la femme d'influence apaisée, engagée, respectée pour sa capacité à concilier discrétion et action. Et pourtant, la route n'a jamais été facile. Ses proches évoquent encore la douleur du regard porté sur elle en France, où son nom reste associé à un épisode jugé humiliant pour la présidence. Les médias oscillent entre critique et admiration. Certains l'accusent beau d'avoir abandonné sa fonction, d'autres la dépeignent en héroïne tragique. Elle refuse tout rôle figé, préférant avancer selon ses propres termes. Chaque pas qu'elle fait à l'étranger, chaque projet qu'elle porte, est un pied de nez silencieux à un système qui voulait la réduire au silence. Aujourd'hui, Cécilia Attias incarne une histoire complexe de pouvoir, d'ombre et de renaissance. Une femme dont le départ de l'Élysée n'était pas un abandon, mais un acte de libération. Une femme qui, après avoir été prisonnière des apparences, transforme sa vie en symbole de résilience, de diplomatie sociale et de leadership éclairé. Et dans cette reconstruction, elle montre que la véritable influence ne réside pas dans la place que l'on occupe, mais dans la force avec laquelle on choisit de reprendre sa liberté. En 2025, à 67 ans, Cécilia vit à Genève, dans un appartement dominant le lac Léman. Une résidence choisie pour son calme, loin des projecteurs, où le tumulte médiatique n'atteint plus ses rives. Pourtant, son retour sur les écrans français, à travers une interview exclusive sur TF1, a secoué l'opinion publique. Face à la caméra, elle n'était plus la femme du président, l'ombre d'un pouvoir. Elle était enfin Cécilia Attias, libre et décidée à raconter sa propre histoire.
Je n'ai jamais voulu être une première dame. J'ai voulu être une femme, déclare-t-elle. Une phrase simple mais lourde de sens, qui résonne comme une confession et une mise au point. Son parcours financier, souvent objet de spéculations et de rumeurs, illustre cette maîtrise discrète de son destin. Estimé entre 20 et 25 millions d'euros selon Forbes France 2024, son patrimoine provient majoritairement de ses parts dans la société de son mari et de ses investissements dans la communication événementielle. À cela s'ajoutent des biens immobiliers emblématiques. Un appartement à Manhattan, acquis en 2011 pour près de 6 millions de dollars, et une villa à Marrakech, décorée dans un style andalou, où le couple se ressource loin des caméras. Même lors de son divorce avec Nicolas Sarkozy, les spéculations sur un règlement financier ont circulé. Aucun chiffre officiel n'a jamais été confirmé, mais plusieurs sources évoquent une cession partielle des biens communs. Ce qui importe avant tout, c'était de protéger leur fils Louis, né en 1997, aujourd'hui essayiste et intellectuel respecté en France et aux États-Unis. La relation entre mère et fils reste fusionnelle, marquée par une vision du monde lucide, empreinte de méfiance envers la superficialité et le théâtre de la politique. Cécilia n'a jamais été une victime au sens traditionnel du terme. Elle n'a pas cherché la lumière pour elle-même, mais elle a appris à utiliser le silence comme arme et la discrétion comme pouvoir. Pendant des années, elle a observé, mesuré, attendu le bon moment pour rétablir sa vérité. Ces rares apparitions publiques là sont soigneusement orchestrées. Ceux qui l'ont approchée parlent d'une élégance distante, mais d'une lucidité redoutable. Son image, longtemps façonnée par les médias et les stéréotypes, se transforme progressivement. Elle devient la femme d'affaires accomplie, la mère protectrice, la figure indépendante capable de défier les récits imposés par l'opinion publique. L'interview de 2025 fut révélatrice. Pendant plus d'une heure, Cécilia évoque les années passées à l'Élysée sans détour. Elle décrit les manipulations internes, les pressions insidieuses, les menaces voilées. Elle parle d'un système qui dévore ceux qui l'aiment et confesse avoir frôlé le point de rupture. Mais jamais de haine. Au contraire, elle affirme comprendre Nicolas Sarkozy. Le pouvoir l'a possédé comme il aurait possédé n'importe qui, dit-elle avec une lucidité presque tendre. Ces mots bouleversent l'opinion publique, suscitant une vague d'émotion et d'admiration. Les médias s'emparent immédiatement de ces déclarations. Gala célèbre le courage d'une femme qui n'a plus rien à perdre, tandis que BFM TV titre sur un supposé règlement de compte avec le pouvoir. Mais Cécilia refuse tout conflit. Elle veut simplement laisser une trace authentique de son vécu, avant que d'autres ne réécrivent l'histoire. Au fil des années, le mythe de la première dame fantôme s'efface pour révéler une femme active, réfléchie et indépendante. Son carnet secret, longtemps objet de rumeurs, alimente les spéculations. Certains affirment qu'il serait conservé dans un coffre en Suisse, d'autres qu'elle l'aurait détruit avant son mariage avec Richard Attias. Interrogée à ce sujet, elle se contente de sourire. Le silence, explique-t-elle, protège mieux que les mots. Dans les jours qui suivent l'interview, les réactions politiques se multiplient. D'anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy s'avouent à mots stupéfaits par ces révélations. Un ministre sous couvert d'anonymat confie « Elle en savait trop ». Mais aucune plainte, aucune enquête judiciaire ne vient troubler le calme de Cécilia. Le pouvoir, visiblement, préfère le silence. Aujourd'hui, Cécilia Attias vit une vie presque suspendue. Ses matinées se déroulent au bord du lac Léman, écouteurs aux oreilles, détachée du tumulte du monde. Sa priorité, son mari, ses enfants et ses engagements en faveur des femmes. Elle savoure enfin l'anonymat qu'elle n'a jamais eu à Paris, mais son nom reste gravé dans l'histoire. Celui d'une femme qui a dit non. Non au protocole, non à l'hypocrisie, non à la prison dorée du pouvoir. Son parcours, à la fois douloureux et courageux, inspire une génération entière de femmes refusant d'être définies par les hommes qu'elles ont aimés ou par les rôles que la société leur impose. Interrogée sur ses choix passés, elle répond simplement « Oui, parce qu'au moins 7 fois c'était moi ». Une phrase qui résonne comme un manifeste, un message universel sur la liberté,
l'autonomie et la maîtrise de sa propre histoire. Cécilia Attias n'a peut-être pas laissé un héritage politique au sens classique, mais elle a offert quelque chose de plus rare. L'exemple d'une femme qui a su transformer sa douleur en force, son silence en pouvoir et son retrait en message universel. Dans ce calme choisi, paradoxalement, elle reste l'une des voix les plus fortes de la République française, celle qui a osé choisir sa vérité au-dessus de tout.